Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir à 0h59 du matin, le 16 juillet, donc une journée à peu près après les terribles attentats qui ont marqué mon pays, notre pays, vous qui me regardez, il y a aussi beaucoup de Canadiens qui me regardent et de Belges, donc qui ont marqué la France, hein. Donc je voulais faire cette vidéo, cette petite vidéo pour expliquer les causes de tous ces troubles que nous avons en France et dans le monde et pourquoi des petits innocents, des enfants sont morts il y a 24 heures, un peu plus, dans mon pays, des petits enfants qui étaient sur les épaules de leur papa, un jour de fête, un jour de communion, d'union nationale, par-delà les origines et les religions. Donc pourquoi il y a eu tous ces morts inutiles, tous ces gens sacrifiés. Donc je vais essayer d'éviter l'émotionnel et je vais essayer de parler froidement et clairement des choses. C'est un vaste programme, c'est pas évident d'expliquer ça parce que les gens ont du mal à voir les tenants et les aboutissants de ce qui se passe exactement au niveau national et au niveau mondial, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi nous sommes actuellement dans le sang et les larmes. Voilà, et j'essaierai à la fin de cette vidéo de donner quelques réponses. Pourquoi Frédéric Delavier donne des réponses sur ce sujet? Parce que j'ai une très bonne vision globale des choses de par mon métier. Voilà, mon métier d'anatomiste. Un corps, c'est comme un monde. Ça vit avec des échanges énergétiques et des conflits avec l'extérieur. Donc c'est la même chose. Et comme je suis anatomiste, je comprends le monde. Donc j'avais compris pas mal de choses. Je vous signale quand même que pour tous les gens qui suivent mes Facebook et donc mes réseaux sociaux et mon YouTube, j'avais expliqué qu'il y allait avoir des attentats, que les attentats allaient commencer. Pourquoi? Parce qu'on touchait au, au- à l'énergie, donc à ce qui faisait vivre Daesh, l'EI, hein, l'État islamique, hein. Donc ce qui le faisait vivre, c'était le pétrole qu'il extrayait de son sol et qu'il revendait au noir, hein, à la Turquie, qui elle le redispatchait un peu partout. Et quand on a commencé à bombarder les raffineries de l'EI, donc de Daesh, vous pouviez être sûr que Daesh, privé d'énergie, allait essayer par tous les moyens de faire pression pour pouvoir continuer à exister. Donc, on pouvait être sûr qu'il y allait avoir les attentats. Je l'ai dit, c'est arrivé juste après. J'ai expliqué qu'il y allait avoir d'énormes problèmes après, récemment, hein, je l'ai dit, après les attentats, j'avais expliqué qu'il y avait un problème avec l'État islamique qui n'était absolument plus présentable, qui avait été sponsorisé un peu par des grosses puissances étrangères comme les USA, hein, qui sponsorisent d'ailleurs tous les groupes terroristes de la région et qui en général récupèrent le plus puissant pour jouer pour lui, pour les USA, pour jouer dans ce grand jeu d'échecs économique, énergétique mondial. Donc l'EI ayant été soutenu à la base, mais l'EI ayant combattu un gouvernement qui était aussi soutenu par les USA, l'EI, donc l'État islamique ou Daesh, ne pouvant plus être présentable, car ayant organisé sa stabilité à la base sur la cruauté étant un moyen de stabiliser un État, donc on fait des choses atroces, on les filme, et comme ça on dissuade les ennemis de venir vous faire chier, et on installe une espèce de calme et de paix par la peur. Donc il devenait trop encombrant, donc on a essayé, on essaye actuellement de les remplacer par un État kurde. Les Kurdes sont à la base pour ou avec les Russes dans ce grand jeu d'échecs mondial, donc Russes et Chinois, hein, donc Russes, et ceux qui sont avec les Russes, ce sont les Iraniens et les
syriens, pour la bonne raison que le verrou irano-syrien avec les Kurdes au milieu font un blocage des hydrocarbures et des énergies fossiles qui pourraient venir, soit directement direct, mais aussi surtout du Qatar, des Émirats, de l'Arabie Saoudite et du Koweït. Donc ils ne peuvent pas acheminer par là, alors que le Koweït est très proche, le Qatar aussi, tous les carburants, ils sont obligés de contourner tout le Golfe, tous ces États arabes, tout ce Golfe, toute l'Arabie Saoudite, Oman, Yémen, ils sont obligés de passer par le Golfe Persique, l'océan Indien et la mer Rouge pour remonter et aller sur l'Europe. Donc c'est assez gênant de passer par des pipelines, ça coûte beaucoup plus cher. Donc la Russie bloque exprès, bloque pourquoi? Pour continuer à vendre son gaz et son pétrole assez élevé. Donc je vais expliquer un peu les problèmes, tous ces problèmes qui ont fait que des petits innocents ont été écrasés pendant une fête où c'était normalement les gens étaient heureux tous ensemble pendant les vacances. Pourquoi des petits enfants sont morts en passant sous un poids lourd? Donc des choses atroces. Donc on peut éviter ça. J'ai pleuré, moi j'ai pleuré plusieurs fois aujourd'hui. Ben oui, un homme pleure, un homme pleure. Alors en Russie on ne pleure pas. Moi je pleure, mais quand je pleure c'est que je ne suis pas du tout content et que ça va chier. Voilà. Donc il y a 3 causes à ces attentats. Il y a une première cause interne. Ah oui, il y a une cause française, structurelle, sociale, sociologique. C'est notre système de caste obsolète. Système de caste qui a été très bien écrit et expliqué par Proust à la recherche du temps perdu. Les premières parties, il explique bien, je l'ai expliqué dans de nombreuses vidéos. Et nous avons un système de caste obsolète. C'est un problème, c'est le premier gros problème, c'est la structure de notre État, ça date depuis des centaines d'années, voire des milliers d'années. C'était déjà là, sûrement au niveau à l'époque de la Gaule, mais ça perdure, ce système de caste perdure. Donc il y a en France, comme en Inde, pas moyen de s'élever socialement. Il y a des castes, des groupes, des vieilles familles qui règnent, tout simplement. Donc le travail, liberté, égalité, fraternité, c'est du pipeau. Ce qui compte, c'est où vous êtes né. Nous ne sommes pas dans une méritocratie ou dans un pays où le travail est la valeur fondamentale, la valeur de l'individu. C'est sa naissance qui compte et la puissance de son groupe, de sa caste, qui lui donne ses postes. Donc c'est stabilisant à la base, mais ça génère des troubles car les gens ne peuvent pas monter socialement, il n'y a pas donc d'énergie réelle, mais de renouvellement des élites. Donc à ce moment, il y a les élites dépérissent, donc deviennent consanguines, sans énergie, et à un certain moment, il y a des convulsions et des révolutions en France, où il y a changement d'État. C'est ce que nous avons eu à la Révolution française, où la caste inférieure de la bourgeoisie a remplacé la noblesse qui était devenue consanguine et sans énergie. Donc on voit qu'il y a un système de caste générant, comme dans une cocotte minute, des problèmes révolutionnaires. Il y a besoin de changements et de personnes plus énergiques qui vont passer au-dessus. Donc ça, c'est le premier problème interne, mais ce problème interne ne générerait pas d'attentats si nous n'avions pas eu un deuxième problème, qui est un problème post-colonial, donc on va dire colonial et post-colonial, c'était l'importation, parce que nous avons une politique coloniale d'expansion, expansion pour aller chercher de l'énergie toujours, donc nous avons une importation en France par les castes dominantes d'esclaves nord-africains musulmans pour remplacer les esclaves autochtones, tout simplement, qui étaient devenus moins travailleurs et qui, dans les années 50, 60, surtout 60, ont été remplacés car ils étaient grévistes et ils n'étaient pas assez dynamiques et ils faisaient des grèves pour avoir des acquis sociaux, pas pour changer d'État, car le système de caste les avait bien conditionnés. Donc on faisait
des grèves, on travaillait moins, ce qui rendait les industries françaises moins performantes. Donc, pour économiser, eh ben, nos castes dirigeantes ont eu la bonne idée d'importer, d'Afrique du Nord principalement, des esclaves qui ont travaillé dans leurs usines. C'est le grand cas de Renault, on parle de les Nord-Africains qui sont arrivés, on allait les chercher au bled et on leur disait voilà, à la place de ta maison en terre avec tes chèvres, où tu étais libre et propriétaire, ben, tu auras un HLM avec l'eau chaude, une baignoire. Alors, le gars était content et il venait en France travailler pour moins cher que l'esclave autochtone. Donc c'est allé jusqu'au moment où les générations suivantes se sont aperçues qu'on avait un peu baisé leurs parents, comme les parents des esclaves autochtones avaient été baisés. Mais eux n'ont pas conscience de ça, ils ont simplement une conscience d'avoir été baisés, si vous voulez, d'avoir été utilisés comme esclaves, mais ils mettent ça sur leur dos, sur le dos, si vous voulez, du fait qu'ils sont nord-africains et musulmans. Donc ça pose un problème, donc regroupement communautaire et sentiment d'être ostracisés et de ne pas pouvoir s'élever socialement parce qu'ils sont nord-africains et par-dessus musulmans, ce qui les éloigne encore plus, ils ostracisent encore plus de la communauté française qui, elle, est en général catholique. Donc avec une morale un peu différente, adaptée aux pays du Nord. Donc on s'aperçoit qu'il y a une prise de conscience de ces jeunes, des secondes générations, troisième génération, je ne sais pas, qui s'aperçoivent qu'ils sont baisés, qui ne peuvent pas monter, mais qui ne comprennent pas exactement les causes et qui mettent ça sur le dos du fait qu'ils sont musulmans et nord-africains. Donc un comportement raciste des Français, ce qui n'est pas du tout le cas. Les Français ne sont pas du tout racistes, même quand ils sont nationalistes, tout ce que vous voulez, il y a du racisme, mais ce n'est pas dans la mentalité réelle française d'être raciste, puisqu'à la base c'est un pays de caste attaché à ses traditions. Comme en Inde, les Français n'ont même pas notion qu'ils sont dans un pays de caste, et pourtant ils le sont. Alors ce pays de caste, la seule façon de contourner ce pays de caste, c'est d'appartenir à un réseau d'écoles, un réseau, ce qu'on a vu avec l'arrivée des socialistes, qui sont en fin de compte les castes enseignantes, souvent, qui ont réussi à noyauter le gouvernement et les ministères, et qui ont réussi, en s'associant, à monter jusqu'au gouvernement. Donc on a un peu le système de la bourgeoisie, en train d'essayer d'évincer la noblesse juste avant la Révolution. Mais on a ces socialistes qui sont parfaitement incompétents, du moins aussi incompétents, voire encore plus incompétents que ces vieilles familles qui avaient importé des esclaves. Je les appelle les esclaves, excusez-moi si vous me regardez, c'est réellement ce que l'on est, puisque quand on travaille et qu'on n'est pas propriétaire de son logement, on est un esclave, même si on se croit libre. Donc il y avait importé des esclaves d'Afrique du Nord, majoritairement, mais aussi d'Afrique normale. Donc ça, c'est la deuxième cause. La première, c'est le système de caste. La deuxième, c'est l'importation d'esclaves, excusez-moi de les appeler comme ça, d'Afrique du Nord, et d'Afrique aussi. Et la troisième cause, qui génère les attentats en utilisant justement le substrat, donc le terreau d'instabilité français généré par cette politique coloniale, ce sont les guerres économiques mondiales pour la puissance et pour l'hégémonie et pour diriger le monde et pouvoir maintenir sa place en haut. Donc nous avons des superpuissances mondiales qui sont en train de se faire une guerre acharnée, mais une réelle guerre pour se maintenir à leur niveau énergétique. Donc nous avons d'un côté les USA qui sont la superpuissance dominante, mais s'affaiblissant progressivement et perdant de la puissance. Et de l'autre côté, nous avons la Russie, c'est une espèce de puissance, mais associée un peu à la Chine, qui dépend un peu de la Russie pour ses acheminements énergétiques, puisque la Chine n'a que du charbon principalement, je parle énergétique, elle a beaucoup d'hommes, beaucoup de mains, elle est capable de même se passer d'énergie, de pas trop d'énergie fossile, elle est en train de coloniser progressivement l'Afrique, justement, pour s'y installer, avec
justement sa politique du maintenant, on peut faire un deuxième enfant, donc tout ça pour coloniser l'Afrique, pour pouvoir s'étendre économiquement, hein, mais avec l'énergie fournie par la Russie et ses alliés, l'Iran, toutes les républiques autour de la Caspienne, qui sont des réserves énergétiques de gaz et de pétrole, hein, donc Turkménistan, Kazakhstan, toutes ces régions-là, le Turkménistan qui était tombé dans le giron occidental à certains moments, d'où les guerres, la guerre d'Afghanistan pour faire sortir le gaz turkmène, hein. Mais maintenant c'est retombé chez les Russes, hein. Donc nous avons Iran, Syrie, d'un côté, hein, qui sont avec la Russie et qui maintiennent justement une espèce de verrou pour éviter de la remontée de gazoducs et d'oléoducs vers la Turquie et l'Europe, tout simplement, en les obligeant justement à passer par l'océan, ce qui est beaucoup plus cher. Et vous avez de l'autre côté ce verrou avec la Caspienne bloquée, le Turkménistan, l'Iran, qui bloquait les acheminements de matières premières vers l'océan Indien, hein, tout simplement. Donc, nous avons la Russie qui veille, justement, en bloquant tous les acheminements pétroliers et gaziers. Elle a un rôle de protection de son économie, hein, donc de protection de son niveau de vie, puisque la Russie vit essentiellement de ses exportations d'énergie fossile. C'est une des plus grosses réserves. On peut associer la Russie à l'Iran, avec les réserves, puisque le pétrole iranien, même pendant le blocage, rentrait chez les Russes et était redonné à la Chine. Donc il y avait un blocage fictif chez les Iraniens, au moins des énergies fossiles que l'on retrouvait dans le commerce international d'énergie fossile. Donc on voit qu'il y a une grande guerre économique pour l'énergie et que l'Amérique essaye de faire péter ces verrous qui empêchent de faire monter par exemple le pétrole Qatar, le gaz Qatar ou même le pétrole d'Arabie Saoudite vers l'Europe et l'oblige à faire de grands détours par la mer. Donc l'empêche d'avoir des gazoducs terrestres, ça va beaucoup plus vite, hein. La Russie empêche ça en bloquant grâce à la Syrie et à l'Iran toute la montée vers le nord. Donc on voit ça, on voit qu'il y a là d'où les problèmes en Irak avec l'EI et l'Amérique et Daesh essaye justement de déstabiliser cette région pour pouvoir faire sortir du Golfe Persique, hein, des Émirats arabes, pas des Émirats arabes, de l'Arabie Saoudite, du Koweït, même du Qatar, qu'avec la France, toute cette énergie, hein, pour inonder l'Europe et du coup faire baisser l'économie russe et du coup faire aussi baisser un peu l'économie chinoise et forcer la Chine, qui est un grand producteur de petits manufacturiers de bas de gamme, mais très important pour toutes les petites pièces pas très chères, hein, les textiles, les pièces plastiques, tout ça, mais qui est très important au niveau emploi, hein, donc de tenir sous sa coupe l'Amérique, la Chine, justement, en la rendant un peu dépendante d'elle-même. Donc, si la Chine commence à travailler avec directement la Russie, ça fait une super puissance que l'Amérique aura des problèmes à gérer. Donc l'Amérique est en train de rapatrier, comme on dit, toutes ces usines, toutes ces productions en Chine vers son aire de travail, hein, vers son aire économique primaire, qui était l'Amérique, et un peu son fief qui est l'Amérique du Sud. Donc l'Amérique est en train de se regrouper sur son continent, hein, donc toute l'Amérique, donc les USA sont en train de se regrouper sur son continent, et on voit une guerre pour justement essayer de maintenir la Russie et l'Europe moins puissante en essayant d'empêcher cette union eurasienne où on verrait apparaître à ce moment-là un gros bloc hyper puissant, Chine, Russie et Europe, ce que nous avons déjà parce que nous avons une très grande participation, Allemagne au niveau de l'Europe, Russie et Chine. Donc on voit qu'il y a une grande guerre économique pour les matières premières, hein, tout ça dans le but d'affaiblir, hein, les concurrents. Donc la Russie empêche le pétrole
de toute cette région des monarchies du Golfe de remonter vers l'Europe en bloquant ce passage à travers l'œil et à travers euh, comment dire, le passage entre l'Iran et la Syrie, donc il donne une zone d'instabilité, on crée des conflits là, donc on voit que la Russie essaye d'empêcher ce passage et que l'Amérique essaye de forcer ce passage, d'où ces grands conflits du Moyen-Orient pour faire baisser la puissance russe, hein, tout simplement. L'Amérique essaye d'écraser la Russie et la Russie essaye de maintenir ses cours du gaz et du pétrole à taux élevés en empêchant justement une baisse des prix du gaz et du pétrole par une baisse, un acheminement plus court. Tout ça, c'est énergétique. Il faut comprendre ça. Je suis déjà à 20 minutes 55. Comprenez que c'est très complexe, hein, la vidéo que j'essaye de vous expliquer. Mais il y a à la base cette grande guerre. Cette grande guerre, on peut la voir jusqu'au niveau de la Caspienne, hein, où l'Amérique essaye de faire un passage jusqu'aux républiques gazières et pétrolières qui se trouvent autour de la Caspienne, qui est une grande réserve énergétique fossile, hein, tout simplement. Et on voit que tous les conflits qu'il y a eu en Tchétchénie, les conflits qu'il y a eu en Ossétie, sont tout simplement des tentatives de percer jusqu'à la Turquie, qui est le grand allié américain, un corridor pour faire sortir tout le gaz et le pétrole pour des républiques comme à l'époque le Turkménistan. Alors c'est moins valable maintenant parce que le Turkménistan est retombé russe, alors qu'il était resté, c'était une grande réserve, hein, et si le Turkménistan pouvait acheminer son énergie, ça clouait un peu la Russie au niveau énergétique. Donc on s'aperçoit que la Géorgie, l'Arménie sont avec les Américains, mais il y a encore cet Azerbaïdjan, hein, et cette Tchétchénie qui reste dans le giron soviétique, bloquant l'arrivée à la Caspienne, pour les gens qui veulent suivre. Donc on voit que c'est tout le temps des combats pour acheminer l'énergie ou bloquer l'énergie du voisin pour lui faire de grands tours, tout simplement, et rendre ce transfert d'énergie beaucoup plus coûteux. Donc on s'aperçoit que si le pétrole et le gaz baissent, la Russie s'effondre. Si le pétrole et le gaz augmentent, la Russie et la Chine se maintiennent à des taux, si vous voulez, en tout cas la Russie se maintient à un niveau économique important, lui permettant d'avoir des alliances avec la Chine, alliances que l'Amérique ne pourra pas avoir. De toute façon, l'Amérique est en train d'essayer de se dégager de ces alliances, mais elle a encore des usines là-bas. Donc on voit que c'est un vaste et une grande guerre économique mondiale. Alors, cette guerre elle est aussi au niveau de l'Afrique, hein, dans le golfe de Guinée, hein, avec toutes ces réserves, toute cette partie où il y a des réserves de pétrole profond, on voit une guerre à cet endroit-là, hein, pareil, les Américains sont là, vont évincer la France à un certain moment, donc ce même pétrole se retrouve de l'autre côté de l'océan, au niveau du Brésil un peu, où il y a beaucoup de nappes, c'est le même pétrole qu'on retrouve à cet endroit-là, hein. Ce sont des nappes, c'est tout le temps des guerres, on voit où il y a des guerres, où il y a de l'énergie, cherchez l'énergie, vous aurez la guerre, tout simplement. En 40, ça a été la même chose, les causes de l'expansion nazie, c'était aller chercher de l'énergie qu'on n'avait pas lors d'une expansion. Hein. Tout simplement, un développement économique demande de l'énergie. À un certain moment, on va la chercher chez le voisin. Donc c'est toujours comme ça. Et quand on va chercher de l'énergie chez le voisin, on en enlève aux autres. Donc voilà, ce sont des grandes guerres. Donc nous avons une grande guerre économique. Nous avons vu que juste après les attentats, il y a un coup d'État qui est perpétré en Turquie. Ce coup d'État a comme raison, tout simplement, le fait, et j'ai fait un petit texte là-dessus, la tentative de création d'un État kurde récupéré par les USA pour remplacer Daesh, agonisant mais empiétant sur le territoire turc, ne plaît pas à l'armée turque. La grande guerre pour les énergies fossiles et leur acheminement bat son plein. USA et alliés européens, dont la France contre la Russie, Iran, Syrie et Chine. L'Allemagne regardant sans se mouiller évidemment. L'Allemagne a le cul entre deux chaises, elle fournit de la haute technologie à la Russie, à la Chine, et en même temps aux USA, où elle va filer ses berlines et sa haute technologie. Hein. En général, tous ces produits d'usine qu'on fait en petite quantité, donc c'est un pays d'ingénieurs qui exporte son savoir et sa technicité dans le monde entier.
c'est pour ça qu'elle est riche, hein. Donc elle a le cul entre deux chaises, elle n'est pas avec les Américains, elle n'est pas avec les Russes, même si elle a tendance à se mettre progressivement du côté russe et qu'elle fournit une bonne partie de ses inventions à la Chine qui lui achète une fortune. Hein, il faut savoir ça, nous avons une guerre terrible. Et la France, elle, la France est avec les USA parce que les USA autorisent la France, via Total, à faire sortir le gaz, à utiliser le gaz Qatar et à l'emmener, enfin tous les Qataris qui sont en France, car les États-Unis ont laissé à la France la possibilité d'utiliser, de transvaser et de revendre une partie du gaz Qatar, tout simplement. Donc, on voit que la France est avec les États-Unis. Mais ce gaz Qatar, ces grosses boîtes qui exploitent comme Total, ne sont pas des boîtes françaises à proprement parler, puisqu'elles ont le cul à l'étranger, mais ce sont des boîtes qui financent les partis politiques français. Hein. Donc, on voit que la France fait la politique des Américains, parce que les politiques français sont élus grâce à l'argent donné par les pétroliers et les gaziers dits français, mais qui ne payent pas beaucoup d'impôts en France, hein, qui exportent leur pétrole et qui le sortent, qui l'exploitent grâce aux autorisations américaines. C'est ce qui permet aux Américains d'avoir un allié de plus. Vous voyez quand c'est un grand jeu d'échecs de superpuissance et qu'on a des superpuissances en train de s'affronter dans le monde. Donc voilà un peu les causes qui ont généré ces attentats. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec, pourquoi on a ce mal-être en France? Par notre système de caste, l'importation de travailleurs, notre système de caste qui génère justement un manque de d'envie de bosser des gens, bien sûr, hein, puisque c'est un système de caste, on sait que l'on vit, que l'on mourra où l'on est né, donc on va faire le minimum dans l'usine ou dans le boulot où on est employé. Le français est tir au flanc, car de toute façon, par rapport à l'allemand, il n'a peu de chances de s'élever socialement et d'offrir un avenir meilleur à ses enfants par son travail. Par contre, en faisant la grève, il risque d'avoir des acquis sociaux. Hein. En France, n'oubliez pas qu'on est les premiers à faire la grève pour les acquis sociaux et pas pour pouvoir monter socialement, tout simplement. Parce qu'en France, hein, on ne monte pas socialement, c'est un pays de caste. Donc, qui rend notre pays moins énergique par rapport aux autres et moins compétitif à la longue. Donc, les grosses familles ayant leur politique au gouvernement, hein, et ce sont des grosses familles ayant la politique au gouvernement, mais ayant des grosses familles étant industrielles de base, ayant tous les grands postes, hein, se sont dit on va faire venir des esclaves du Maghreb et d'Afrique. Donc malheureusement, ça a marché 20-30 ans. Maintenant, ces gens-là sentent qu'ils ne peuvent pas monter, mettent ça sur le dos du racisme et de leur côté musulman. En plus, comme ils sont musulmans, ils restent entre eux et ils se ressentent unis par cette religion. En plus, comme ils n'ont pas subi d'industrialisation, ils sont génétiquement plus agressifs que des Européens, hein, déjà, et en plus, un climat du Sud fait qu'ils sont en général plus agressifs. Comme je le dis, il ne faut pas dire que je suis raciste, l'agressivité n'est pas un défaut, l'agressivité est une particularité physiologique permettant de réagir rapidement à des stress extérieurs. Mais évidemment, l'Européen est en général moins agressif que le Maghrébin qui, à l'époque, devait, pendant une certaine année, défendre un territoire peu calorique très rapidement si un intrus venait chez lui. Donc, les plus agressifs ont survécu. On vient s'installer à côté de chez toi. Si tu accueilles le mec avec le sourire ou si tu regardes quelque temps, tu vas crever de faim puisque la calorie est limitée, puisqu'il y a une bande verte de 200, 300, 400 km coincée entre la mer et le désert. Donc on ne peut pas, hein, faire du commerce avec le Sahara, c'est très peu, hein, et si on veut faire du commerce avec la mer, avec au-dessus, vous avez la mer qui bloque pendant des centaines d'années. Donc ce n'est pas l'Europe avec ses vastes réseaux de routes et de communication et d'échanges énergétiques. Donc des gens très attachés à leur territoire, très énergétiques, défendant âprement leur territoire. On vient s'installer à côté de chez toi. Si on passe, t'es un voyageur, t'es bien accueilli. Comme ça pourra faire un allié si on se déplace pour du commerce. Si on vient s'installer à côté de chez toi, on te tranche la gorge et on te met tes couilles dans la bouche. Voilà, comme ça,
ils ne reviendront pas. C'est pas méchant, c'est basé sur la défense d'un territoire peu calorique, tout simplement. Donc on a des mecs énergétiques qui montent en France, hein, ou en Europe particulièrement, et on peut s'apercevoir que ces gens-là, réagissant vite, montent très vite, comme un Méditerranéen. Regardez la Sicile par rapport à l'Italie du Nord, et l'Italie du Nord par rapport à l'Allemagne, ça ne monte pas aussi vite. Ce qui ne veut pas dire que les gens soient plus dangereux au niveau, puisqu'on voit bien que les Allemands, même s'ils ne sont pas très agressifs, s'ils décident de faire une extermination, eh ben, ils la font, tout simplement. Ici, quand on voit que les Russes, qui sont des gens du Nord, décident, ils ne parlent pas tout de suite, hein, décident d'agir à un certain moment, eh ben, on voit ce que ça fait avec les purges de communisme et les déportations, hein, des grandes organisations de massacres froidement, hein, et c'est différent, comme je dis, discutais avec un ami franco-maroco-algérien, il se reconnaîtra, on rigolait. Quand un Russe a un conflit en Russie avec un mec dans un bar, il dit rien, et puis il revient un mois après, et puis il mitraille le bar. J'exagère, hein. Quand c'est un Maghrébin qui a un conflit avec le mec de bar, il pique une crise, il monte sur les bancs, il casse tout dans le bar. Voilà, il y a différence de mentalité. Alors on va dire je suis primitif, moi je suis pas comme ça. Je vous explique simplement que c'est des questions de réaction. Une réaction rapide dans un endroit calories limité est bien plus importante, donc demande de l'agressivité, que réfléchir, le temps de réfléchir. Vous avez perdu, mais les Européens qui ont besoin de réfléchir pour penser à l'avenir à cause de l'hiver, eux sont beaucoup plus lents à la réaction, mais quand ils s'organisent pour faire des actions violentes, c'est extrêmement puissant, froid et sur une grande ampleur. Vous voyez les guerres européennes, c'est fabuleux, voilà, c'est fabuleux de destruction, hein. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc on a des jeunes en France, issus de l'immigration, qui se sentent mal, qui se sentent rejetés, hein, parce qu'ils pensent qu'on est raciste, alors que c'est simplement parce qu'ils ont un système de caste, et qui se réfugient dans leur communauté, dans ce qu'on appelle le communautarisme. La France est un pays communautaire, mais pas du tout uni sous un drapeau, hein, comme l'Amérique, parce que ce qui compte en Amérique, c'est le drapeau, puisque le pays est communautaire à la base, mais avec toujours comme valeur principale l'argent permettant de s'élever socialement, hein. Et il y a toujours moyen, bien qu'il y ait en Amérique une caste dominante, hein, une vieille caste dominante d'origine souvent anglaise, hein, qui gère l'Amérique, mais il y a moyen de prendre des niches écologiques et toujours des niches économiques et toujours moyen de monter. Ce reste ce qu'on appelle le rêve américain. Le rêve américain n'est pas aussi puissant qu'on ne pense, et pas ici, mais est encore là. En France, il y a quasiment impossibilité de monter, d'où un mal-être d'un peuple, de personnes, hein, d'un groupe ethnique originaire du Maghreb et en plus de religion musulmane. Comme je dis tout le temps, les Maghrébins ne sont pas agressifs parce qu'ils sont musulmans, les Maghrébins sont agressifs parce que le milieu dans lequel ont vécu les Maghrébins est un milieu à calories limitées. Donc, je répète encore, l'agressivité, pour tous les Maghrébins qui me suivent, n'est pas un défaut, c'est une façon parfois efficace de réagir dans un certain milieu. Voilà, de réaction rapide, hein, il faut agir rapidement. Donc on a des gens qui se sentent mal et qui s'unissent derrière la religion musulmane, hein, parce qu'ils se sentent rejetés, pensant être rejetés pour leur origine, alors qu'en réalité c'est le système de caste français qui empêche la montée. Donc voilà, donc nous avons ces guerres économiques, et ces guerres économiques favorisent justement la création de groupes terroristes. Donc nous avons des États comme l'Arabie Saoudite, comme le Qatar, qui financent des mosquées, qui financent et qui viennent investir massivement en France. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'il y aura bientôt plus de pétrole et plus de gaz dans ces régions, et qu'il ne restera que du désert, et que les pauvres de ces régions resteront là, mais que tout l'argent, pétrodollar, hein, le pétrole, le dollar, avec lequel ils
ils se font acheter leurs matières premières, ils ne vont pas le réinvestir totalement dans leur pays, puisque leur pays ne va pas durer très longtemps, et d'ici 100 ans, vous n'aurez plus grand-chose que de quelques villes marchant l'énergie solaire, hein, et peut-être un peu encore du pétrole, mais ça ne sera pas du tout les puissances économiques que c'était maintenant. Donc ces pays, avec derrière de grosses superpuissances, financent des groupes d'influence musulmans, ils financent des mosquées pour récupérer une partie de la population musulmane française d'origine du Maghreb, elle, hein, et la récupérer pour la prendre sous sa coupe et ainsi influencer la politique française en faveur justement de leur pays. Mais derrière toutes ces pétromonarchies, il y a l'oncle Sam, il y a les Américains qui fournissent toute l'infrastructure d'ingénierie, toute l'infrastructure guerrière de protection, hein, pour éviter les troubles de ces tribus entre elles, hein, parce que Mohamed à l'époque avait dû gérer justement les guerres des tribus, les guerres qu'a pratiqué Mohamed étaient des guerres d'unification pour éviter des massacres entre des tribus qui généraient beaucoup de morts et beaucoup d'instabilité dans ces régions. Donc il y a derrière les Émirats, derrière le Qatar, derrière le Koweït, derrière l'Arabie Saoudite, derrière toutes ces zones, hein, il y a les Américains qui financent justement tous ces États au niveau de leur armement et qui dirigent la politique extérieure, expansionniste de ces pays qui leur disent allez investir ici, allez investir là, pour justement que nous, les Américains, puissions faire pression sur ces États dans cette grande guerre mondiale pour l'économie. N'oubliez pas que les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Koweït, Oman, toutes ces régions-là, l'argent qu'ils ont est souvent géré par des groupes de gestion américains ou anglais qui réinvestissent en Europe, moyen de faire pression sur l'Europe pour que l'Europe reste dans le giron américain et n'aille pas se vendre aux Russes et à la grande puissance eurasiatique qui est en train de naître, Russie, Chine, avec ce partenariat de l'Est de la Russie, donner par exemple les terres à la Chine pour pouvoir faire des usines et faire de l'agriculture, et en échange, cette agriculture ira nourrir la Russie et les classes moyennes russes qui sont en train d'augmenter, et la Russie fournira du gaz et du pétrole à la Chine qui, elle, en manque cruellement et n'a que du charbon, bien sûr. Voilà, vous avez un grand échiquier mondial, et nous, au milieu, les Français, nous sommes broyés, et il y en a qui sont encore plus broyés que les autres, c'est les pauvres Syriens, les pauvres Irakiens, qui se trouvent au milieu de tout ça, et qui sont massacrés pour justement le blocage, pour bloquer les énergies fossiles ou les extraire en fonction des belligérants, qui va gagner. Hein. Donc nous avons un grand combat. Donc nous voyons que si nous avons des attentats, c'est parce que l'EI est abandonné et se retrouve seul, avec tout le monde qui essaie de détruire l'EI. Donc Daesh est en train d'essayer d'être éradiqué parce qu'il était vraiment plus présentable. Ces vidéos abjectes où il tuait tout le monde, bien sûr, derrière il y avait, on voit une présentation à la Hollywood, donc il y avait visiblement des superviseurs américains qui venaient aider Daesh et l'EI à faire ces vidéos pour installer une espèce de no man's land et de terreur là-bas, en essayant de récupérer l'EI, mais l'EI a échappé à l'Amérique, est devenu une espèce d'État indépendant, un monstre essayant de survivre par lui-même avec des lois islamiques primitives, mais un monstre indépendant et à la base une véritable méritocratie basée sur la cruauté et l'horreur, mais effectivement une méritocratie. Donc une méritocratie indépendante dont on ne voulait pas, méritocratie basée sur l'horreur, n'oubliez pas, tout le monde n'est pas blanc, tout le monde n'est pas noir, le monde est gris, hein, et elle ne plaisait plus, et c'est vrai qu'elle n'était pas plus présentable, car quand on voyait des gens décapités, ou quand on voyait des gens noyés dans des piscines, c'est pas le top, et c'est pas très présentable, même si c'est des superpuissances qui les ont fabriqués.
mais ils les ont fabriqués, mais ça leur a échappé. Donc on voit qu'ils sont dans ce moment en train d'essayer de détruire Daesh. Daesh, qui vivait de sa collaboration avec la Turquie, qui dispatchait son pétrole au noir un peu partout. Donc Daesh avait un système très intéressant basé sur l'or. Elle se faisait payer en or, donc au prix de l'or, du cours de l'or qu'elle pouvait revendre un peu partout sur les marchés. Son pétrole à bas prix, mais elle se retrouvait avec un pétrole, c'était le nord de l'Irak, donc très riche en pétrole, et avec beaucoup d'or qu'elle pouvait revendre et échanger des matières premières un peu partout avec l'Iran, avec tous les pays du coin. Donc vous voyez qu'il y a de vastes échanges là-dedans, et que la Turquie n'était pas blanc-bleu, puisque n'oubliez pas que la Turquie, c'est la première grosse armée d'Europe, si on compte que la Turquie est dans l'Europe, avec une armée de l'air, par exemple, et une armée qui est beaucoup plus puissante que l'armée française, anglaise et allemande réunie, l'armée turque, et avec du dernier modèle américain d'aviation, évidemment, derrière des Américains, mais l'armée turque reste quand même sous domination turque. N'oubliez pas que c'était l'Empire ottoman, un grand empire militaire, et une méritocratie. La Turquie ne sont pas que des mafieux, la Turquie c'est aussi une réelle méritocratie au sein de l'armée, avec une possibilité de monter. Par-dessus, la Turquie est musulmane, mais la Turquie c'est avant tout une grande caserne, une caserne où l'on monte très droite. C'est pour ça que beaucoup de Turcs s'entendent très bien avec les Allemands. N'oubliez pas que l'Allemagne était une grande caserne aussi, caserne et d'ingénieurs. Les Prussiens, c'était l'armée, une espèce de noblesse subalterne aux corporations professionnelles. C'était la noblesse avait moins de rôle que les corporations en Allemagne, et c'était plein de petits États tenus par des corporations. Et la Turquie, c'est une espèce d'armée qui est musulmane, tout simplement, mais avant tout une armée, un pays de fonctionnaires et de militaires. Donc on voit qu'ils trafiquent, donc comme ils trafiquent parce qu'ils sont justement à la... Et c'est eux qui maintiennent, qui sont la jonction entre l'Orient et l'Occident. Donc on ne peut remonter d'Arabie Saoudite et d'Iran en général que par la Turquie, et on peut accéder à la Méditerranée que par la Turquie. Donc on faisait payer les gens, donc on ficelait des impôts, on avait une espèce de mafia des transports qui était là, et associée aussi à une grande méritocratie guerrière et de fonctionnaires. Donc voilà, et on voit que la Turquie, elle, est sous influence américaine, mais que l'armée reste quand même indépendante, et on voit à ce moment-là qu'il y a une guerre. Actuellement, il y a un coup d'État, aujourd'hui même, où je parle, en Turquie. Pourquoi? Parce que visiblement, l'Amérique veut créer un État kurde pour remplacer le I, mais cet État kurde n'est pas du tout valable pour la Turquie, car là, l'État kurde serait, parce qu'il y a une grande population kurde, qui empiète, ce sont des tribus kurdes, qui empiètent sur la Syrie, sur la Turquie en grande partie, dans le nord-est de la Turquie, et sur l'Iran et le nord de l'Irak. Donc le sud de la Turquie, un peu la Syrie, le nord de l'Irak. On veut remplacer justement Daesh, qui n'est plus présentable, par un État kurde, les Kurdes qui initialement étaient avec les Américains. Donc on voit que visiblement Erdogan a dit peut-être d'accord, ou l'inverse, et le gouvernement et l'armée turque ne veut pas perdre son hégémonie, et surtout aussi peut-être les marchés. Alors je ne sais pas qui est-ce qui ne veut pas perdre les marchés, avec le I aussi qui fournissait le pétrole, parce que si les Kurdes récupèrent le pétrole du nord de l'Irak, c'est un manque à gagner énorme pour la Turquie qui, elle, dispatchait au noir ce pétrole payé à bas prix. N'oubliez pas. Donc on voit qu'il y a des troubles énormes en Turquie, actuellement, et il y a un coup d'État à cause de la formation de cet État kurde initialement avec les Russes, sûrement voulant être récupéré par les Américains qui promettent aux Kurdes de passer avec eux, si à ce moment-là, le pétrole koweïti, le gaz qatari et le pétrole d'Arabie Saoudite et du Koweït, on ne sait pas où il y a du pétrole et du gaz, est acheminé par cet État kurde jusqu'à la mer Noire et jusqu'à l'Europe. Voilà, vous comprenez un peu que derrière il y a ça, donc il y a exactement des guerres, et il y a Daesh en train de disparaître, et Daesh qui faisait venir, qui avait été créé par les États-Unis, qui a échappé aux États-Unis, faisait venir des terroristes, des jeunes chez lui pour
pour les former, hein, et on voit que c'est terrible, mais malheureusement, ça a été formé aussi, à l'époque, Daesh devait être aussi un peu aidé par toutes ces pétromonarchies euh, du Golfe. Donc voilà, voilà à peu près le problème qu'il y a, un monstre Daesh qui est en train de disparaître, remplacé par un autre État moins monstrueux, parce que les Kurdes c'est pas pareil, mais dont la Turquie ne veut pas, la Turquie qui initialement avec les Américains, et dont les Russes et dont les Russes ne veulent pas non plus. Donc on voit une grande guerre dans cette région, la disparition de Daesh générant justement dans ces derniers soubresauts l'envoi de terroristes. Terroristes. Et là-dessus, malheureusement, comme ils ont la même religion à peu près que les autres, que nos amis les Saoudiens, et la même religion, la même façon de percevoir la religion musulmane, ce n'est plus les musulmans, les vrais musulmans c'était Mohamed, jusqu'à sa mort, un peu Ali qui n'était pas chiite du tout, pour moi, je vous l'explique, Mohamed était le vrai musulman. Maintenant, ce ne sont plus des musulmans pour moi, ce sont que des gens qui se disent musulmans. La vraie religion musulmane, pas ça. Alors maintenant, on a des guerres tribales et des guerres pour l'énergie et des pauvres gens qui sont utilisés en disant tu es musulman, tu combats avec nous. Donc on voit que Daesh essaye d'envoyer ses dernières forces en Europe pour essayer de maintenir son État qui va bientôt disparaître. Et n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, qu'on va voir la tentative d'apparaître un État kurde et que ça va générer d'énormes conflits et un affaiblissement de la Turquie, n'oubliez pas, et la colère de la Russie, car si cet État kurde arrive, nous allons avoir un affaiblissement énorme de la Russie et une crise économique russe monstrueuse. Tout ça pour que l'Amérique, de son côté, continue à être la superpuissance mondiale pouvant gérer ses affaires et éviter d'avoir des crises économiques en Amérique, car si l'Amérique affaiblit un peu la Chine, elle pourra reproduire en production et éviter des troubles sociaux quand il y aura un changement d'économie, passer de l'économie de marché avec beaucoup de gens, d'activités de bureau, en recréant de la production aux États-Unis. Le temps qu'on fasse ça, l'Amérique a besoin d'être puissante. N'oubliez pas ce que je vous dis, quand l'Amérique aura remis toutes ses productions venant de Chine chez elle, elle n'en aura rien à foutre du Moyen-Orient, qui de toute façon sera asséché en pétrole. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc, est-ce que j'ai d'autres trucs à dire? J'avais dit à la fin de la vidéo, quelles sont les solutions pour l'Europe pour se sortir de ces problèmes terrifiants et de ces attentats? Là, nous devons nous-mêmes prendre les rênes de notre pays. Nous devons d'abord, notre pays de l'Europe, nous devons créer l'Europe entière, une frontière tout autour de l'Europe pour éviter l'envoi de personnes formées par des groupes terroristes aux ordres de pays ou de puissances économiques, aux ordres de superpuissances pour faire pression sur nos politiques mondiales, nos politiques extérieures. Donc on doit faire une grande frontière autour de l'Europe, couper et réduire au minimum, au strict minimum, toutes les relations avec tous les pays comme les Émirats, comme le Qatar, comme l'Arabie Saoudite, comme Oman, comme tous ces pays-là qui sont en fin de compte des dictatures primitives, qui sont adaptées peut-être à leur climat, mais qui n'ont rien à faire, ou n'ont rien à faire de leur islam en Europe, et pourtant je n'ai rien contre l'islam, je suis un adepte du modèle mohammédan, de Mohamed en tant que modèle de vie, mais en rien je ne suivrai un islam saoudien, Qatar ou koweïti qui ne reproduit en rien la sagesse du prophète, paix et bénédiction sur lui. Donc voilà, et pareil pour l'Iran, je ne suis pas du tout aussi un chiite. Pour moi, il n'y a qu'un seul modèle, c'était le modèle primitif de Mohamed et sa vie qui était à suivre. Voilà. Donc, il faut ne plus avoir de contact avec toutes ces régions, c'est-à-dire continuer peut-être à leur acheter du pétrole ou à leur fournir une aide pour l'extruder, pour le sortir et pour le diffuser à la rigueur, mais empêcher que ces pays aient une influence chez nous. Donc empêcher que ces pays financent des associations musulmanes en France. Les associations musulmanes en France doivent être financées
par des musulmans de France, et les associations, pareil pour les associations chrétiennes de France ou juives de France, doivent être financées par des associations et des groupements français. Donc pour éviter d'avoir l'influence de pays étrangers sur notre politique interne, notre politique extérieure, souvent c'est pour influencer la politique intérieure, pour influencer la politique extérieure, nous devons empêcher justement tous ces pays du Golfe d'avoir des influences en France, donc leur empêcher d'acheter les murs de les murs et la terre de notre pays, d'acheter les usines de notre pays et d'investir massivement dans les entreprises de notre pays. Donc nous devons couper les ponts avec ces républiques, avec ces États, ces royautés, pas ces républiques, ces États primitifs, hein, et de simplement avoir comme relation avec elles des relations professionnelles, mais qu'ils n'investissent plus chez nous ou d'une façon très modérée, car en ce moment ils sont en train de tout racheter, sachant que bientôt ils n'auront plus que des cailloux et du sable et un sous-sol vide. Donc nous serons, nous Français, dépossédés de notre terre, hein, au profit de ces gens-là, et ces gens-là investissent bien sûr grâce à la finance anglo-saxonne qui place leur argent en Europe et qui en fin de compte dirige derrière eux. Hein. Donc voilà, hein, c'est ça qu'il faut faire. Donc il faut faire du protectionnisme, ne plus avoir de relations avec ces pays-là, les empêcher d'agir, hein, et de financer les mosquées en France, que les mosquées en France doivent être financées à la rigueur par l'État français ou comme une église, hein, mais doivent être financées par les musulmans de France et créer un islam français indépendant, mais même pas un islam aux ordres du gouvernement français, un islam indépendant avec plusieurs tendances, on s'en fout, mais un islam débarrassé de tous ces gens qui profitent justement du malaise dû au caste et du malaise de l'ostracisation des pauvres musulmans français, non pauvres, je dis pauvres parce qu'ils sont pas très riches, hein, comme un français ouvrier n'est pas très riche, mais ils se sentent pauvres, ils n'ont pas compris, c'est pas parce que c'est un pays de caste, hein. Donc nous devons déjà couper toute relation avec ces pays qui profitent justement du malaise créé par le système de caste français. Donc couper toutes les relations justement et empêcher ces gens d'agir en France. Ensuite, il faut éliminer le système de caste français en créant une véritable méritocratie française, et ça va être le plus dur, pour recréer un système d'unité nationale, d'identité française, de fraternité française, hein, en mettant de côté religion et origine, et créer une véritable méritocratie où c'est le travail de l'individu qui donne sa valeur et non son origine sociale ou son origine religieuse ou autre. Hein. Voilà, donc ça c'est très simple, mais c'est très simple à dire, c'est ce qui est le plus dur, car ce qui est le problème le plus profond à extraire, hein, c'est le problème à éradiquer qui est le plus profond. Donc on doit éliminer ce système de caste qui génère ce système de caste de politique corrompue, hein, car c'est une caste, la caste des politiques. Donc c'est un système de caste fait qu'en France il n'y a plus de sentiment d'unité nationale puisqu'on travaille pour sa caste et on ne travaille pas pour son peuple. Hein. Il faut redonner l'envie d'être un peuple, l'envie d'être nationaliste, si vous voulez, par-delà les origines, par-delà les religions, avoir un drapeau français et être tous en train de se battre pour l'avenir de nos petits, pour l'avenir de notre peuple. Hein. On s'en fout et chacun vivra sa religion en paix dans son coin. Donc c'est ça. Donc, et pour ça, il faut éliminer nos politiques corrompues qui donnent un mauvais exemple. Hein. Regardez Hollande avec sa coiffure à 10 000 euros, regardez Cahuzac, regardez bien d'autres, hein, qui sont politiques pour jouir du pouvoir et non pour pouvoir aider le peuple et faire avancer les choses en créant un meilleur état, une meilleure qualité de vie pour le peuple en général. Hein. Donc il faut éliminer cette caste des politiques qui ne rentrent en politique que pour se maintenir au pouvoir et redonner ce pouvoir à ses enfants. Nous avons quand même une lutte entre les politiques, entre, comme je l'ai dit, les socialistes issus des classes moyennes enseignantes qui essaient de prendre le pouvoir, hein, dans les ministères et après qui ont réussi à prendre à l'État, et les vieilles familles françaises
UMP, comme on dit UMPF, et maintenant le nouveau parti, je ne me souviens plus des Républicains, j'en m'en fous un peu, hein, qui sont fréquemment des gens issus des vieilles familles françaises dominantes qui sont pas mieux que les socialistes. Hein. C'est la même merdouille, chacun se battant pour ses intérêts. Hein. Donc il faut éliminer cette classe politique et recréer une véritable méritocratie avec des gens qui rentrent en politique pour la France, pour le peuple de France et pas pour leur caste. Alors pour ça, il faut simplement faire que les politiques ne puissent plus voter les lois et que ce soit le peuple qui vote les lois, ce qui empêchera aux politiques de créer des lois pour leur groupe, leur caste. Et à ce moment-là, ça sera les Français qui voteront les lois. Et donc il faut repasser maintenant, pas passer à une votation populaire grâce au progrès de la technologie, au progrès de l'informatique, hein, ça, on peut le faire. Je vais faire une vidéo là-dessus. Hein. On peut le faire d'une façon très sécurisée avec des boîtiers électroniques. Est-ce que je l'ai ici, mon boîtier électronique? Je vais l'avoir là-bas. Hein. Des cartes à puce, comme je l'ai dit. Ça paraît rien, mais voilà. Voilà ce qu'il faut faire, des boîtiers électroniques. Ça, j'en ai fait d'autres vidéos. Il faut que le peuple, comme en Suisse, puisse voter ses lois. Le modèle suisse est excellent, mais la Suisse est un tout petit pays, tout le monde se connaît. Donc ça a une autre histoire. La France doit apprendre, et ça se fera dans la douleur, avec des essais, avec des ratés, mais il doit apprendre, le Français doit apprendre à voter ses lois, et en votant ses lois, il éliminera d'office la caste des politiques qui ne vit que parce qu'elle vote elle-même les lois pour se maintenir au pouvoir. Voilà, et si c'est le peuple qui est au pouvoir, bah, la caste politique n'aura plus de puissance et nous aurons que des nouveaux politiques, une nouvelle sorte de politique, peu payée, mais se dévouant pour son pays, qui sera élu pour un projet de loi, mais c'est les Français qui voteront ces lois. Voilà, ça sera un système organique. Voilà les solutions pour ne plus avoir d'attentats. Si les politiques ne sont pas corrompus et sont exemplaires, le peuple deviendra exemplaire. Car si le père ne se comporte pas bien, il y a de fortes chances que les enfants ne se comportent pas bien. N'oubliez pas qu'on ne peut respecter que si on est que ce qui est respectable. Et si les hommes politiques français qui représentent le peuple de France ne sont pas respectables, bah ce peuple ne respectera pas la France, il ne se respectera pas lui-même, d'où les jeunes franco-maghrébins tombant dans les griffes des groupes terroristes aux ordres de superpuissance ou de puissance et derrière des superpuissances et faisant des attentats en France, car ils ne respectent plus cette France représentée par une caste politique irrespectable et irrespectée. Hein. Donc, comme ils assimilent les politiques à la France et à la politique française aux Français, ça ne va rien leur faire de faire des attentats, ils vont avoir l'impression de faire le bien, et comme ils n'ont rien à perdre et rien à attendre, car le travail n'est pas récompensé, hein, en France, pas parce qu'ils sont musulmans, parce que ça paye de casse, et ben, s'ils ont la facilité de mettre leur haine, soit d'utiliser leur haine avec le prétexte de la religion, pour une fois dans leur vie, avoir la possibilité d'agir et de faire quelque chose d'eux-mêmes, donc un attentat. La seule chose qu'on leur laissera faire. C'est une honte, mais ça vient de notre système. Vous voyez que c'est un vaste problème mondial et qu'il faut d'abord moraliser la France, moraliser notre système politique, éradiquer tous les terroristes, hein, aller les chercher, comme dirait Poutine, jusque dans les chiottes. Et ben oui, malheureusement, même si on va parler comme des socialistes, ce sont des victimes, non, non, non. On va les chercher, on les élimine, même si le terrorisme a une cause, hein, mais on doit éradiquer cette cause pour que des jeunes hommes ne tombent plus dans cet extrémisme terrifiant. Donc voilà, il faut les éliminer. Et puis toutes les personnes qui ont collaboré de près ou de loin pour éviter, parce qu'on voit bien que beaucoup de gens qui traînent dans les milieux intégristes, comme on dit musulmans, ah oui, ce sont des musulmans qui font des attentats, j'ai expliqué la cause, bah, il faut les isoler de la société, tout simplement en les mettant dans des lieux propres, bien, où ils puissent prier, où ils puissent avoir un Coran, hein, mais où ils sont isolés plusieurs années, quand on a des suspicions, hein, quand on voit qu'ils risquent de commettre des attentats, il faut les isoler, tout simplement, pour qu'ils ne commettent pas
d'attentats, les isoler avant qu'ils en commettent. Et c'est ça qui est le plus dur. On ne va pas les suivre, hein, en disant celui-là, peut-être qu'il va faire un attentat. Non, c'est beaucoup plus, il faut être beaucoup plus radical que ça. Si vous commencez à justifier les attentats, eh ben, vous serez isolé de la société, dans des endroits parfaitement agréable, où vous aurez une cellule, où vous aurez un lieu de prière, un petit Coran à côté de vous, et vous aurez tout le temps de prier et de vous recueillir. Voilà, c'est tout. Et puis vous mangerez des dattes, du lait de chamel et de la nourriture halal toute la journée, mais vous ne nuirez plus et vous ne risquerez plus de nuire. Mais je pense que si les politiques sont exemplaires, il n'y a pas de raison. Donc si les politiques sont exemplaires, leurs politiques seront exemplaires, et la politique française, il n'y a pas de raison d'avoir des musulmans de France qui se feront récupérer, hein, par des puissances étrangères avec l'aide de groupes terroristes manipulés. Voilà, c'était Fred Delavier. À bientôt, paix sur terre, aimons-nous les uns les autres. Il y a possibilité de créer un beau pays et j'ai encore énormément de peine pour toutes ces familles dans le deuil et tous ces petits-enfants qui sont morts un 14 juillet en regardant le feu d'artifice. Tout ça parce que les grandes personnes ne pensent qu'à accumuler de l'énergie pour eux et pas pour les autres. Voilà, toujours prendre l'énergie, l'accumuler, hein, mais ne pas la restituer. Une maladie mentale de l'humanité qui est en train de grandir, bien sûr, et d'évoluer vers le bien, j'espère, mais qui actuellement est dans une phase prédatrice. Elle ne contrôle plus ses accumulations. Voilà, c'était Fred Delavier. À bientôt, paix sur terre, 1 heure.